Oui, oh bah ça va, hein, tu slalomes entre les bagnoles. Ouais, oui, ouais. Je vais en vendre, je vais vendre des bagnoles, c'est bon ça. Il n'y en a pas tant que ça, quoi. Ouais, enfin, je suis peut-être pas obligé d'en acheter une toutes les 2 semaines quand même. Mais il y a trop de bagnoles, on peut plus passer, gna gna gna. Et merde. Première étape de la journée. Abandonner son animal de compagnie sur le bord de la route, c'est presque une tradition avant les vacances. J'attends mon covoitureur. Qui devrait pas tarder normalement. Bah là voilà je crois. Comme c'est surprenant. Alors l'avantage c'est que je risque pas de le louper. Surtout après que le retard se soit transformé en 30 puis 45 minutes. Je crois que je sais pourquoi ils ont installé des pianos dans les gares, c'est pas pour les gens qui sauraient en jouer et divertir les autres, non, c'est que vous avez carrément le temps d'en devenir un de pianiste. Donc après être devenu le Beethoven des temps modernes, je suis enfin monté dans le train. Là, on pourrait légitimement penser que la partie la plus périlleuse du périple est derrière nous. Tomber en panne en voiture, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Tomber en rade sur les rails, par contre, ça m'est arrivé trop fréquemment. Donc on verra si la suite du voyage me donne raison ou pas. A priori, voir la flotte de ce côté du train est plutôt bon signe, on s'approche de la destination. La clim pourrait donner l'illusion que la température ici est aussi agréable que celle au départ du côté des montagnes, sauf que dehors, le mercure grimpe doucement mais sûrement. Vous devez en avoir une vague idée, mais j'ai pas précisé où on allait. Juste à côté de Perpignan, là où les barbecues s'enflamment d'un seul regard perçant. Le parfait endroit où faire rouler une caisse au système électrique douteux et à la fiabilité mécanique légendaire. Avant de m'embarquer là-dedans, Greg, le vendeur, m'a montré l'objet du délit en vidéo. Et déjà, mon système d'alarme anti-merguez s'était mis en alerte. Mais comme je l'écoute jamais, on va dire que c'est une merveille qui n'attend que moi. Oh la sauna. Bah la bête. Ok. Je vais t'enlever la chaise. Elle a pas envie de partir en fait, elle s'est mise en position PLS pour une bagnole. Ouais. Bon bah ça on sait d'où ça vient. Ah, ils sont un peu améliorés en électricité quand même. C'est toujours de la pièce de merde parce que c'est du Magneti Marelli, C'est un peu mieux. mais ça fait moins pitié que sur la biturbo. Moi, ce qui me faisait pitié, c'est quand j'ai acheté que j'ai vu ça, quoi. Ben ouais, là, il faudrait que j'arrive à retrouver des boîtes à air d'origine. Et ça, c'est un peu le plus compliqué, je pense. Faut en trouver une en destruction. Ah, après, ce que je t'avais dit avec un morceau Ouais. aileron de... Tu me le laisses en souvenir aussi. Je peux te le laisser. Il vient absolument pas de cette bagnole vu les dimensions. Non, mais Ça devait être sur une bagnole sans permis, un truc comme ça. tu le poses dessus. C'est ridicule. Ouais. Ah, oh la vache! Il y a aucun moment où tu te dis c'est beau. Même si... Ouais. Les aspirateurs à air chaud et ce magnifique béquet ne sont que le début des festivités qui nous permettent de dessiner le portrait robot du propriétaire précédent. Ouais. Non. Et ouais, le mec qui avait la bagnole avant toi, il était bizarre quand même. Hein. Bah, il y a de l'idée, mais... Il y a de la mauvaise idée, ouais. Dans le lot des mauvaises idées, il y a aussi les jantes d'origine peintes en noir. Et peut-être mes câbles aussi. T'as besoin de câbles? Bah écoute, sur ce trajet, a priori, je vais avoir personne à dépanner, donc si t'en as besoin toi, hésite pas, hein, prends. Et après tout le reste, là, je peux te le laisser. Je peux même te laisser les plaques d'origine. Si tu les veux. Allez, ça fera un souvenir. Les plaques anglaises. Tu peux en regarder une? Je t'en laisse Vas-y, une. prends-en une. Allez. J'en regarde une, je t'en laisse une. La caisse à outils Mazé. Je te laisse l'aileron parce que celui-là, il est collector. Ouais, bah je le mettrai sur la DB7. Ah, ça lui ira ultra bien. Je peux même te laisser un CD qui est là depuis... Ah, il va fonctionner super bien celui-là. C'est comme le lecteur CD, hein, il est là. Bah tu sais, oui. Dans la Maserati, il y avait le lecteur CD, enfin, le chargeur CD du milieu des années 90.
Il y avait une compile de chansons italiennes dessus. Et il y avait aussi un CD de Michel Sardou. J'avoue que j'ai du mal à me faire une idée du personnage qui a utilisé la bagnole avant moi quand même. C'est un personnage de science-fiction, tu vois. Celle-là aussi, elle va avoir besoin d'une belle rénovation carrosserie. Ouais, un beau lustrage. Ouais. Et vous allez voir que l'intérieur aussi mérite pas mal d'attention. Là, monsieur le coupe-circuit, Rémi. Elle a pas de régulateur, celle-là? Non. Putain, c'est quand même les seuls cons Ils ont à mis te un foutre un truc. papillon électronique, mais il n'y a pas de régulateur de vitesse. Il n'y a rien qui va. Et en plus, ça tombe en panne. Et c'était disponible en option au moins? Je pense, hein. Tu penses? Bah, j'espère, sinon vraiment c'est que... C'est qu'ils avaient des pratiques commerciales discutables, ce qui n'est pas une nouveauté ni une surprise finalement. C'est sûr, les primo-hackers de ces Maserati n'étaient pas des clients comme les autres. Je sais pas si ça se voit là, mais j'ai chaud. On va quand même virer le cache d'inspection pour la courroie de distri ici, pour voir dans quel état elle est. C'est histoire de se rassurer. Ça veut dire que si elle est très moche, je ferai ce qu'il faut pour oublier ce que j'ai vu. Et déjà là, c'est bricolé. Elle est où? Bah, je pense que ouais, c'est celle qui tient aussi le tuyau de DA ou de clim là. Et on va revenir sur cette dimension. Par contre, niveau accessibilité, Tu veux une douille longue? Il y en a une là. non, c'est bon, ça va le faire. C'est juste qu'on est du côté italien là. Écoute, Elle est belle, hein, encore. Un peu âgée, mais. elle est marquée, mais elle n'a pas l'air d'être sur le point de se déchirer. Ouf. Tu sens un long? Bah, tu vois Je que vois que c'est un peu marqué. elle craquelle dans la longueur, quoi. Mais bon. Plus il y en a, plus il y en a, non? Mais putain, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Bon. Eh ben, je dirais que mon niveau d'assurance n'a pas forcément beaucoup évolué. Il est toujours au même niveau. C'est-à-dire plutôt bas. Je te laisse l'honneur de le faire? Oh non, vas-y, je filme. Elle fait un bon bruit de chaîne, ouais, je pense. Ça fait un bon bruit là. Plus qu'un réglage de coupable? J'espère. J'espère que c'est plus la chaîne, ouais. Bon, après, ça va, c'est pas monstrueux. Ça fait un peu de bruit, mais. Moi, j'entends pas une soupape en particulier, j'entends un Ouais, lanceur mobile, ouais, voilà. une chaîne. Ouais. Et à chaud, c'est moins pire ou c'est pire? C'est pareil. C'est pareil. Ok. C'est un peu bruyant. Ouais. Oublie pas ça pour ta Golf, hein. Ouais, c'est vrai. J'avais rien d'autre à voir, je crois. DA, t'avais un peu regardé toi dernièrement Bon, je l'ai sorti, je l'ai un peu au contrôle. De toute façon, s'il n'y a rien par terre, normalement... L'autre explication voudrait que s'il n'y a rien par terre, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. On va voir ce qui se passe en chatouillant un peu ce V8. Là, on entend qu'après le moindre coup de gaz, le ralenti a bien du mal à se stabiliser. Et surtout, en étant brutal avec la pédale, le moteur boite un peu. Quand tu touches un peu au gaz, elle tourne pas sur 8 cylindres par contre. Ah ouais? Bah, tu la sens vibrer? Regarde. J'avoue que j'ai pas la même expérience que toi, donc j'ai l'impression qu'elle tourne pas sur les bits. Bah, quand t'es au ralenti stabilisé, Ça va? ça va à peu près. Dès que tu mets un petit coup de gaz comme ça, elle fait n'importe quoi. Et puis après, ça va mieux. Elle fait peut-être bien un bruit de soupape aussi, d'ailleurs. Donc le voyant allumé, j'ai aucune idée de ce que c'est pour l'instant. Error, bon.
peut faire un petit tour? Bien sûr. Ouais, oublions tous ces bruits sordides et allons essayer la bagnole pour essayer de se persuader que tout va bien se passer. La revoilà après quelques kilomètres parcourus. Bon, pour l'instant, c'est pas 100% convaincant parce qu'elle a pas grand chose dans le sac, surtout à bas régime. En seconde, en mettant pied dedans avec des tours, ça va à peu près, mais encore, il manque des chevaux. Mais la réaction au gaz est très bizarre. Je pense que le papillon, il est dans le sac. C'est peut-être pour ça qu'il y a le voyant d'erreur allumé. On a vu aussi que la tension à l'ampèremètre, elle est vraiment basse. Donc je vais espérer que ce soit une mesure totalement erronée d'afficher. On va vérifier ça au multimètre. Parce que si j'ai besoin d'efforts tout à l'heure, je vais être embêté sinon. Sinon pour le reste ça va à peu près, à l'exception des suspensions, puisque j'ai l'impression d'être assis sur un kart, et c'est pas une référence en termes de confort. Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Ok, bon, 13,80. Quand tu vas au tableau de bord, t'es plus à 12. Ouais, bah écoute, c'est de l'instrument Maserati, quoi. Après m'être délesté d'une somme en deçà de celle demandée au départ, mais toujours dans le domaine du déraisonnable vu le potentiel d'emmerde, je me suis lancé à l'assaut de la route du retour. C'est parti pour un peu plus de 5 heures de trajet, 540 km. Je viens de remettre de l'essence, j'ai quasiment le plein, donc je pense qu'on devrait faire ça d'une traite. Greg m'a dit qu'a priori le réservoir contenait 90 litres. Si on n'arrive pas à faire ce trajet avec 90 litres, il y a un gros souci. Je sais qu'il y a un souci de gestion. Pour moi, le boîtier papillon est HS comme sur beaucoup de ces voitures. Vu le manque de puissance, l'erreur affichée au compteur, etc., je pense que c'est le plus plausible. J'ai eu un aperçu de la douloureuse. Là où j'ai pu trouver la pièce neuve, elle était quand même à 1360 livres. Grosso modo 1500 €, je crois. Et ça, ça fait mal au fion. On verra. Il y a, je crois, d'autres alternatives un peu moins chères, heureusement, mais qui sont pas non plus données. Mais on va déjà vérifier si c'est bien ça qui est en défaut. Je crois que j'ai mon outil dia qui me permettra de lire cette broche à pas voir. On verra. Comme prévu, il fait très chaud. Bon, là, on m'indique 36. Mais j'ai déjà commencé à me vider de mon eau et j'espère que ce ne sera pas le cas de la voiture. On a eu un gros doute quand même sur la tension délivrée par l'alternateur, soi-disant que je suis à des 12 volts là, alors qu'on a mesuré à la batterie, on est à 13,80. C'est normal. Le niveau sonore sera relativement élevé pendant ce trajet, donc en plus de la chaleur, je vais donc finir déshydraté et sourd. Au minimum avec un très gros mal de crâne. Au bout de 5 heures, j'ai pas trop de doute. J'espère que là il est quelle heure? 17h40. Bon, la température devrait quand même commencer à baisser un peu, je pense. Il n'y a pas de régulateur de vitesse. Merci Maserati. Il y a un papillon électronique et il n'y a pas de quoi le commander, quoi. Enfin bon. Je vous reprends plus tard ou dans peu de temps s'il se passe quelque chose. Entre temps, j'espère pas. Si ça pouvait être un trajet paisible, ça m'irait aussi. Alors pour l'instant, la température, elle augmente, elle baisse pas. Je ferme les vitres vraiment juste pour vous parler et c'est un gros sacrifice que je fais parce que là ça a encore augmenté 38 degrés. Je m'attendais à ce que ça baisse au fil des kilomètres et du temps qui passe, du début de soirée qui commence, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est long. Sinon pour la caisse, à cette allure là ça va, la réserve de puissance est bonne. C'est bizarre juste d'entendre les turbos siffler aussi fort et souffler aussi fort avec si peu d'input à l'accélérateur. Bon, pourquoi pas. Après, on entend vraiment tout avec ce setup où il y a des filtres à air complètement libres. Je pense pas que vous l'entendrez à la caméra, mais les dump valves qu'ils ont rajoutés qui rentrent en action.
Enfin voilà, il fait chaud, mais au moins la caisse se comporte bien. Niveau température, je suis en dessous des 90 et elle n'a pas l'air de beaucoup bouger. Je suis désolé, je pense rouvrir les vitres et arrêter là cette petite séance mise à jour. On a fait 40 miles, ce qui fait à peu près 70 km. Ah oui, au fait, je vous ai dit à quel point la caisse était raide. Rien à voir avec la Stone à ce niveau. Alors elle est plus légère, sans doute un peu plus sportive dans l'âme. Mais oh la vache! Il y a des raccords un peu secs sur la route là. Et quand je repense aux photos du berceau moteur, j'avoue que je crains un peu que tout ça se désintègre. Mais pour l'instant, ça va. C'était vraiment particulièrement violent. Je sais pas si c'était l'état de la route qui est désastreux ou si c'était vraiment la caisse hyper dure. Je dirais les deux à la fois. Mais ouais, je suis pas tranquille quand je roule dessus. Ça donnerait presque envie d'aller rouler sur les routes de bord de mer pour que la conduite vitre ouverte soit plus tolérable, mais j'aimerais abréger le supplice. Dans mon désespoir, j'ai même tenté de mettre en route la clim. Non seulement elle fonctionne pas, mais en plus j'ai eu droit à de l'air encore plus brûlant que celui qui arrive par les vitres de la voiture. Encore un truc à régler. Une sortie peu après avoir dépassé Montpellier. Aucune urgence dans cet arrêt. RAS avec la voiture, mais pas avec mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Et oui, quand on n'a plus de nouvelles d'un type qui roule dans une vieille Maserati un jour de canicule, l'explication la plus logique se résume à des flammes, de la fumée et une vague odeur de barbecue. D'une heure qui est située après Montpellier, donc il me reste 350 km. À ce stade, je m'attends plus trop à de surprise parce que ce qui pourrait bien arriver, à part une casse de distri, là a priori rien. Donc on va juste entre guillemets profiter de la baisse de température. Je vais évidemment ouvrir les fenêtres dès que j'aurai coupé la caméra parce que c'est toujours pas supportable. On est à 32 degrés et à l'intérieur de la caisse il fait bien chaud, mais ça va être moins désagréable pour moi. Allez, je vous fais quand même la démo pour le son, je pense que c'est audible. Comme je disais, hein, ça fonctionne, mais elle devrait avoir beaucoup plus de pêche que ça. Quand même. Avec les infos qu'on a sous les yeux, on peut voir que j'ai fait 140 miles avec le quart du plein, soit 22 litres pour 225 km. Un peu moins de 10 litres au 100 donc. C'est pas scandaleux, surtout qu'il y a sûrement pas mal de points à revoir sur ce moteur. Ça pourrait être une vidéo dans le genre de la sable où j'ai fait, pour ainsi dire, tout le trajet et à un moment donné, le voyant dehors s'allume. Sauf que comme il est déjà allumé, allez, je reprends la conduite vitre ouverte. Ça me permettra de survivre. J'aimerais vous dire que ce rapatriement a été un plaisir au volant d'une voiture qui m'a fait un peu fantasmer plus jeune. J'aimerais vous dire qu'une légère brise rafraîchissante me caressait le visage, vitre grande ouverte. Ou bien sûr que les vocalises du V8 italien se mettaient au diapason des turbines japonaises qui lui apportaient une divine poussée. Bon, elle baisse cette température ou merde là? Vache. La vérité, c'est que c'est un air quasiment brûlant qui me fouettait le visage et que le seul bruit mécanique clairement perceptible, au-delà du vent, c'était un bourdonnement assourdissant des échappements libres qui entrent en résonance. Voilà pour le diapason. Pour ce qui est du confort, rien de divin non plus. Une vraie planche de bois. Et vive le cuir qui, dans ces conditions, essaie de fusionner avec le dos et les cuisses. Je crois que le pire dans tout ça, c'était l'accélérateur. Pour vous donner une idée de sa sensibilité, j'ai fini avec des crampes et une ampoule au talon. Alors, est-ce que je le referai? Bah bien sûr que je le referai. C'est une Maserati 3200 GT, bordel. Je repars tout à l'heure si vous voulez. Ah, il est 20h quand même, plus de 20h.
soleil s'efface à l'horizon, les degrés s'effondrent enfin et je profite des derniers 100 km d'autoroute avec l'intime conviction que je vais arriver à destination sans rencontrer le moindre problème. Alors oui, j'ai l'air parfaitement con à sortir et faire le tour de la voiture à chaque péage, mais j'apprécie enfin le moment. Presque seul pour les derniers kilomètres à 130 avant d'enrouler quelques virages et de tâter la zone rouge. Je suis suffisamment près du but pour prendre quelques risques avec la mécanique et surtout m'assurer qu'il n'y a rien à découvrir de plus concernant son fonctionnement. Alors, il a peut-être pas encore la santé qu'il devrait avoir, mais vous pourrez peut-être vous rendre compte par vous-même que le V8 a encore de beaux restes. J'arrive enfin chez moi. Clara le sait, les voisins le savent, le département est au courant. Ouais, ça m'emmerde qu'elle fasse autant de bruit, même si ça donne l'impression de piloter un F-16. Ça va, ça fait pas trop de bruit. Maintenant, je filme. Non. Je t'ai entendu arriver. Ouais, ça, je m'en doute, ouais. Ah bon? Eh ben, dis donc. C'est quoi ce bruit de bombe qui va exploser? Bah, c'est une voiture italienne, hein, elle va bientôt exploser. Tiens, regarde. L'originalité de la voiture. C'est des moustaches? Ouais. Il y a vert et Italien, rouge, c'est quoi. tout. Un cake italien. Bah, ça fait un peu... C'est un tableau de bord un peu bling-bling, quoi. Ouais. Oh, on a vu pire, hein, c'est dans les bagnoles récentes. Qu'est-ce que je me suis empressé de faire le lendemain? Aller la planquer loin des yeux pour pas être tenté d'y toucher alors que j'avais encore d'autres projets à terminer. Une A8 et une 33 principalement. Vous vous en souvenez, j'imagine. Vous entendez tous ces charmants claquements? J'essaie d'ignorer et d'oublier ça à cet instant, pour pas me pisser dessus à l'idée de ce que ça peut bien impliquer. C'est pas juste pour le plaisir de taper dedans, mais je préfère découvrir maintenant ce qui pourrait clocher dans son fonctionnement. Ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Et la mauvaise foi aussi.
Toi, tu vas passer à la casserole. Pas sûr qu'elle y ait posé ses roues. Bon, ouais, faut déjà enlever les autres caisses. On m'avait prévenu qu'en cas de batterie faible, la caisse faisait n'importe quoi et... En effet. Le booster a vraiment dû sortir ses tripes pour qu'elle veuille bien se lancer. Alors si on faisait un petit tour du propriétaire pour que vous voyez l'état de cette caisse et ce qu'il y aura à faire plus tard. Dans l'ensemble, niveau carrosserie, elle est pas si mal. Il y a des petits coups mais qui sont pas violents. En fait, là où il va y avoir beaucoup de travail, c'est sur la partie peinture. Ici, je sais pas ce qu'ils ont fait. On dirait une sorte de lavage avec le côté vert de l'éponge à la vaisselle. Donc il va y avoir une belle session de polissage à faire sur celle-là. Mais ouais, je m'estime quand même assez chanceux pour le coup parce que c'est quand même une caisse anglaise, sachant l'état du berceau. J'avais peur que tout ce qui était du côté des ailes se soit pourri, mais non, il n'y a rien du tout. Ou en tout cas, j'ai pas encore trouvé, mais oui, je sais, elle est en position de décollage, mais c'est assez fréquent pour une Maserati. Elle est assez complète aussi extérieurement. Les joints sont en bon état. Enfin voilà, ça c'est du détail, mais vu le prix du moindre machin chez Maserati, il vaut mieux s'attaquer à un truc dans cet état. À l'intérieur, c'est moins joyeux. Le siège conducteur, il a pas mal ramassé. Il est sûrement sauvable, hein. Il faut combler les fissures et le reteinter. J'ai déjà fait, ça m'effraie pas trop. Niveau électrique, j'ai vu des trucs pas chouettes du tout. On reviendra là-dessus. Il y a la fameuse maladie de ces bagnoles, qui touche pas que Maserati, mais un certain nombre de caisses du début des années 2000, ils avaient foutu un traitement soft touch. Et ben le soft touch, maintenant c'est du sticky touch. Enfin regardez, c'est quand même hallucinant. Le plastique qui reste sur mon doigt. Et on peut facilement retrouver le voleur qui voudrait repartir avec cette caisse juste avec les empreintes digitales qu'il laissera partout. Et le problème c'est qu'ils en ont vraiment foutu sur tous les plastiques. Là aussi. Sur la... Enfin voilà, c'est dégueulasse. Sur tous les boutons, même le poste. C'est... Merde. Ouais. Celui-là il est pas épargné en plus. Il y a un morceau qui est pété je crois. Celui-là ça va. Les poignées évidemment. Mais bon. Une fois qu'on aura décapé toute cette merde, ce qui va prendre un certain temps, vu la quantité de plastique qui ont reçu ce traitement, ça devrait aller. Le ciel de toit est miraculeusement pas décollé. On a vu pire. Les jantes peintes en noir, c'est vraiment pas à mon goût. On y reviendra beaucoup plus tard, parce que évidemment ça fait pas partie des priorités actuellement. Ça a l'air d'avoir été relativement bien fait heureusement, donc ça veut dire qu'on n'aura pas à tout décaper. On pourra recouvrir avec du gris facilement après, hein, une couche d'après je pense. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve pas si mal. Il y a du potentiel. La roue de secours est manquante. Mais bon, je ne me formaliserai pas de cette absence parce que ça coûte une fortune, ce genre de pièces à retrouver. Les feux, ça va à peu près. Par contre, la partie située sur le haillon, il y aura besoin d'un coup de machine et ils seront comme neufs après. Ouais, il y a des tout petits défauts, ça partira au polish facilement.
Un jour, elle sera belle, je pense. Quand elle aura moins de problèmes électriques et moins de problèmes mécaniques, on s'en occupera et je vous garantis qu'on va y arriver. Elle aura beau être en conduite à droite, ce sera une belle 3200 GT. Sur ces belles paroles pleines d'optimisme, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2 durant lequel cet optimisme va être mis à rude épreuve. Donc, à la prochaine avec celle-ci. Ciao!